Bonjour. Alors la question dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la question du temps. La question du temps. D'emblée, avec la question du temps se pose celle de sa définition, de son objectivation, puisque le temps, en effet, n'est pas une chose. C'est plutôt ce à partir de quoi il existe des choses pour nous. Le temps est partout, il est à la fois en nous, en dehors de nous, il est avant, il est après, il est pour nous, il est pour les autres. Kant disait que le temps est une forme a priori de notre sensibilité. Donc c'est par le temps, c'est par la catégorie du temps que se constitue pour nous l'expérience, ainsi que par la catégorie de l'espace. Donc l'espace et le temps sont les deux catégories, sont les deux formes a priori de la sensibilité qui font que nous pouvons percevoir les choses et donc que nous pouvons constituer l'expérience pour nous. Donc nous ne pouvons faire l'expérience d'être qu'à travers les formes a priori de l'espace et du temps. Bon, mais si le temps n'était pour nous que ceci, eh bien, ça ne poserait pas plus de problèmes que ça. Or, le temps nous pose un problème, le temps pose problème. Le problème principal, je dirais que le temps nous pose, c'est qu'il nous rappelle à notre mortalité, à notre finitude. Alors on voit fréquemment dans la philosophie que c'est par la perspective de la mort que le temps prend pour l'être humain une dimension tragique, qu'il acquiert une intensité existentielle. Si j'étais immortel, le temps n'aurait pas de valeur pour moi. Or, la mort, en tant que néant de l'être, est une peur fondamentale de tout être humain, car de toutes parts, elle me renvoie à ma finitude, à mon incomplétude, à mon imperfection, moi qui désire au contraire persévérer dans mon être et qui désire même être éternel. Le perfectionniste veut toucher l'absolu, il veut toucher l'éternité. Malheureusement pour lui, son corps qui lui passe dans le temps et qui est mortel, le rappelle constamment à cette finitude indépassable. Donc le temps passe et moi avec, et c'est par la perception justement des traces que laisse le temps sur notre corps principalement, donc ce qu'on appelle le changement ou la corruption, comme disait Aristote, que je prends conscience de ce passage, et je vois bien évidemment dans la nature que les êtres naissent et meurent, et je ne vous rappellerai pas que, a fortiori en ce moment, nous sommes constamment réintégrés dans cette réalité. Mais lui, le temps, lui, n'en a que faire. Il est impassible, impersonnel, implacable, et il continue à passer, quoi qu'il arrive. Donc, par conséquent, un rapport très important que nous avons vis-à-vis du temps, c'est un rapport d'impuissance. Quoi que nous fassions, il ne laissera pas de passer. Et si je l'oublie, le voilà qui se rappelle à moi, comme disait saint Augustin. Dès que je ne pense pas au temps, alors je sais intuitivement ce qu'il est, et dès que j'essaie d'y penser, je n'arrive plus à savoir ce que ça veut dire que le temps. Donc il y a quelque chose proprement d'impensable euh, pour le temps en tant que, je dirais, en tant qu'objet, en tant que chose. Donc j'ai une conscience aiguë du temps, je le mesure, et en le mesurant, évidemment, je me donne l'illusion d'en maîtriser le cours, d'en avoir le contrôle. Mais comme je le disais auparavant, donc le désir d'éternité que j'ai vient se fracasser contre la réalité de la corruption, la réalité de la dégénérescence, de la mort. Et voilà, c'est le constat de cette impuissance que j'ai par rapport au temps qui fait que l'existence est quelque chose de tragique, puisque les animaux, par exemple, on peut dire, n'ont pas vraiment conscience du temps qui passe, ils n'ont pas vraiment conscience de leur mort et de leur finitude. Donc face à cette impuissance, comme l'être humain cherche toujours à regagner de la puissance par rapport à l'existence, eh bien,
plusieurs stratégies s'offrent à nous depuis tout temps et il revient à chacun de les utiliser selon ses possibilités, selon son goût et selon ses désirs. Alors première stratégie que j'ai identifiée, c'est le fait de s'engager dans le présent, hein, dans l'intensité d'une activité. Donc en vivant pleinement ce que je suis en train de faire, en étant pleinement concentré sur ma tâche, eh bien j'oublie quelque peu le passage du temps, car je suis pris dans le flux, dans un flux mental, qui d'ailleurs me donne une certaine sérénité, une certaine tranquillité d'esprit, mais en plus ça me permet en plus d'être vigilant et me permet également de produire. Hein. Alors, ce sont dans ces moments-là qu'on va produire, que ce soit un bien matériel, une œuvre d'art, on va produire une idée, un texte, et pourquoi pas une interprétation musicale, ou simplement on va produire un effort. Hein. Mais quelle que soit ma production, elle me permet de marquer ma progression dans le temps, ce qui est une manière malheureusement de m'en rappeler aussi. Hein. Donc, dans toute activité, justement, pour ne pas trop pour pas penser au temps, eh bien, il vaudra mieux se concentrer sur le processus lui-même de l'activité plutôt que sur son résultat, puisque comme son nom l'indique, un résultat, ça résulte, et donc une production, une fois qu'elle est produite, elle est quasi morte. Par conséquent, encore une fois, elle nous rappelle à la finitude. Donc un processus qui produit régulièrement, mais qui permet de produire à répétition, est un processus qui est propre à nous faire oublier le temps. Alors le problème de cette stratégie, évidemment, c'est qu'elle nécessite quand même justement du temps. Elle nécessite de s'octroyer aussi des plages de solitude, hein, à l'abri des distractions, et ça peut être assimilé à une forme de méditation. Et évidemment, comme aujourd'hui on est très soumis à des distractions à l'extérieur, les réseaux sociaux, les informations, les contacts, les amis, etc., la publicité évidemment, les nouvelles technologies, tout concourt à nous distraire, à nous faire sortir de la concentration et à nous mettre dans d'autres types, je dirais, de concentration, mais qui sont beaucoup plus éphémères. Tous les parents qui ont pratiqué le travail à distance pendant le confinement avec leurs enfants sauront également de quoi je parle quand je parle de distraction par rapport à des plages de concentration qu'on pourrait avoir. Voilà, donc on peut multiplier comme ça les activités en jouant d'un instrument, par exemple, en étant dans un orchestre, pour le côté plus collectif de l'affaire, ou en pratiquant des sports ou des arts martiaux ou des activités comme le yoga. Voilà. La deuxième stratégie, je dirais, c'est la mesure. Hein. Alors c'est donc dans la mesure, il y a évidemment la mesure du temps. Hein. Donc il y a la planification, l'optimisation, la catégorisation, l'organisation, évidemment la priorisation des hiérarchies. Donc tout ce qui relève de la mesure et du découpage du temps. Donc en découpant ma journée de travail en plage horaire, je rationalise mon temps et je le fais évidemment en fonction de mes objectifs, et c'est donc ce qu'on va appeler un emploi du temps. Donc je planifie mes tâches, et toutes ces tâches vont séquencer mon activité, et je fais évidemment en sorte que mon occupation, mon activité soit utile, et que le temps donc soit occupé à des activités qui correspondent à mes objectifs. Alors encore une fois, ça me donne l'illusion d'une structure, d'un ordre des choses qu'il faudrait respecter, a fortiori, même si ça devient une routine qui peut être quelque peu ennuyeuse, mais l'avantage de la routine, c'est que c'est quelque chose qui nous rassure. Alors le problème avec cette stratégie, c'est que d'une part, encore une fois, la planification est en elle-même une activité qui prend du temps et de l'effort, qui est chronophage, comme on dit, et d'autre part, qui suppose que mes objectifs soient relativement clairs.
Et évidemment, ça, les objectifs clairs, c'est loin d'être souvent le cas. Et l'autre problème que ça pose, c'est que si la planification est rigide, si elle n'est pas agile, si elle ne change pas en fonction des modifications des facteurs, eh bien, elle va donc être rigide et donc elle ne laisse pas de place à l'imprévu. Et le cadre, le plan risque d'exploser, de se fracasser contre la réalité, ce qui va entraîner une grande anxiété en retour. La troisième stratégie, c'est, je dirais, justement, j'en parlais un petit peu avant, c'est l'éparpillement ou le papillonnage. Donc là, c'est moins le fait d'être concentré dans une activité que celui de multiplier les activités, les tâches, les projets, en général sans jamais les finir, et donc de passer de manière incoative comme ça d'une activité à l'autre, sans jamais en finir aucune. Donc ça donne l'impression d'un mouvement perpétuel, et c'est une stratégie qui évidemment est assez faible, parce que le sujet évidemment bientôt a l'impression de tourner en rond, de faire du surplace, parce qu'il ne voit jamais l'aboutissement concret de ses projets et de ses efforts, et ça finit par être une source de frustration, et c'est en général là que justement on trouve le temps long. En plus, évidemment, quelqu'un qui fait ça, son entourage va le trouver peu fiable, et aura tendance quand même à l'éviter et à ne pas s'engager dans des activités avec lui. Donc, stratégie qui rend quelque peu solitaire, je dirais. La quatrième stratégie, c'est celle que j'ai appelée le fait de toucher du doigt l'éternité. Alors cette stratégie, elle se décline elle-même en plusieurs modalités. Alors la première, évidemment, une des plus connues et des plus efficaces, c'est d'adopter une religion, en général plutôt une religion du livre, donc les quatre principales religions monothéistes, et alors qui offre la possibilité donc d'accéder à une vie au-delà de la mort, alors soi-disant, parce que personne évidemment n'est là pour vérifier, mais voilà, il y a un pari à faire sur une vie au-delà. Alors moyennant quelques sacrifices pendant la vie d'ici-bas, mais qu'en général, quand on y croit, on n'a pas trop de problème à faire ces sacrifices. Et bon, voilà, donc stratégie assez puissante, qui marche depuis des millénaires. L'inconvénient, je dirais, c'est que quand on s'engage dans une religion, il faut un peu prendre le package deal qui va avec, c'est-à-dire toute la liturgie, toutes les contraintes qui vont avec les religions, et toute la liturgie, les rituels, les sacrifices, et j'en passe. La deuxième modalité, qui est également à la portée de tout le monde, c'est d'engendrer une descendance, voire de créer une dynastie pour les plus prolifiques d'entre nous, et qui, on peut l'espérer raisonnablement, nous survivra, et donc portera peut-être notre souvenir sur plusieurs générations. Alors, encore une fois, ça peut être une consolation assez maigre dans la mesure où je pense qu'au bout de 2 ou 3 générations, nos arrière-petits-enfants auront oublié qui nous sommes, à part si nous sommes des hommes illustres, auquel cas on n'a pas vraiment besoin d'avoir une descendance. Ce qui m'amène donc à ma troisième modalité de toucher l'éternité, qui est le fait de produire une œuvre si possible éternelle, alors qu'elle soit scientifique, qu'elle soit entrepreneuriale, littéraire, philosophique ou artistique. Donc l'artiste pense que son œuvre lui survivra, qu'elle laissera une trace dans l'histoire et qu'elle donnera par conséquent l'accès à une certaine forme d'éternité. Alors au temps de la Grèce antique, c'était les actes héroïques qui jouaient ce rôle-là, raison pour laquelle on n'hésitait pas à aller joyeusement mourir jeune, parce qu'on savait que nos exploits allaient être comptés pendant des générations après notre disparition. La cinquième stratégie, c'est la stratégie de la connaissance. En accumulant des connaissances, on se donne l'illusion de maîtriser le temps.
en effet, lorsqu'on acquiert une connaissance, eh bien, on l'acquiert pour toujours. C'est-à-dire qu'on ne peut plus oublier une connaissance une fois qu'on l'a, enfin, sauf accident de parcours ou maladie. Les maladies de dégénérescence étant quand même relativement fréquentes. Mais en tout cas, pendant un certain temps, justement, lorsque je sais une chose, eh bien, je suis capable de la parcourir du regard dans son entièreté. Je peux la rejouer, hein. On peut songer par exemple à un morceau de musique que nous interprétons au piano, on peut le jouer de différentes manières, on peut l'interpréter de différentes manières, le jouer sur différents instruments. On peut le décortiquer, le stocker, l'utiliser. S'il s'agit de pensées ou d'idées, on peut faire des déductions à partir de celles-ci, donc générer de nouvelles connaissances, hein, donc un petit peu se prendre finalement pour Dieu, hein. On pourrait dire que nous sommes un peu un Dieu par rapport à nos connaissances, dans la mesure où nous pouvons en faire ce que nous voulons. Voilà. Et donc, lorsque je manipule une connaissance, le temps n'a pas de prise sur nos connaissances. Le savoir ne passe pas. Il est à notre disposition, il ne se corrompt pas avec le temps. Un concept ne se dégrade pas, ne dégénère pas. Le pire qui puisse lui arriver, c'est d'être mal compris ou d'être oublié. Alors le problème évidemment, c'est qu'acquérir des connaissances, encore une fois, ça demande des efforts et du temps d'assimilation, du temps d'intégration, d'incarnation, notamment des idées dans le corps. Voilà. Et puis l'autre risque est évidemment les connaissances sont en quantité quasi illimitée, partout disponibles autour de nous. Et il devient assez compliqué finalement de choisir quelles sont les connaissances que nous voulons acquérir par rapport à celles qui sont relativement inutiles. Donc il y a vraiment un risque de se noyer dans la connaissance et dans l'énorme vivier d'informations qui est à notre disposition. La 6e stratégie, donc pour reprendre de la puissance sur le temps, c'est l'idée du suicide. Donc face à la douleur, face à l'ennui existentiel, à la souffrance d'être un être humain, le temps qui passe est pour beaucoup d'entre nous une souffrance qui est redoublée par l'incertitude quant à la fois à la date de la fin de la vie et en plus sur les modalités de cette fin, hein. Donc dans ce cadre-là, savoir que le sujet peut en dernier recours s'ôter lui-même la vie, et donc mettre un terme définitif finalement au temps, en tout cas celui de sa vie, c'est quelque chose qui peut être d'un grand réconfort psychologique. Cela redonne une forme de contrôle et de puissance sur l'issue finale des choses. Alors un philosophe très rigolo qui s'appelle Cioran nous parle par exemple de l'idée du suicide comme une idée qui l'a constamment aidé face à l'ennui et aux insomnies qu'il éprouvait, face finalement à un trop plein de temps qu'il avait à sa disposition. L'inconvénient évidemment de cette solution, c'est qu'elle marche qu'une fois, hein, et qu'elle ne fonctionne donc forcément que pour les très grandes souffrances. Et donc elle est relativement inefficace pour des petites angoisses qui sont récurrentes et qui sont liées finalement à la prise en compte du temps qui passe, et aussi à la prise en compte finalement de notre liberté face à tous les choix que nous avons de projets pour notre existence, hein. C'est l'angoisse de la liberté, comme disait Sartre. Et il y a aussi une angoisse de la conscience de la mort à venir, hein, qui est également qui fait partie de l'expérience de l'existence. La 7e stratégie, c'est la contemplation, hein, la contemplation de type esthétique. Lorsque je contemple une œuvre d'art, par exemple, eh bien, le temps suspend son vol. Car, comme dirait Schopenhauer, à la fois la représentation et la volonté se rejoignent. Alors la volonté, ce que Schopenhauer appelle la volonté, c'est plutôt un instinct de vie qui nous traverse, hein, qui est impersonnel, qui traverse tous les êtres vivants,
et qui nous pousse à continuer à vivre, hein, on pourrait appeler ça presque un instinct de survie, même si c'est un petit peu différent, une espèce d'élan vital, voilà. Et en général, cet instinct, il est contrarié justement par les idées, par la représentation que nous avons notamment de notre mort. Or, dans la contemplation esthétique, justement, cet instinct, il est suspendu. Quand on contemple une œuvre d'art, on ne veut plus rien. Et c'est la suspension justement de ce désir qui est aussi la suspension de la représentation du temps, et de toute représentation d'ailleurs. Par conséquent, nous nous trouvons un peu suspendus, comme ça, hors du temps, quand nous sommes dans une contemplation esthétique. Et nous ne voulons plus, donc si on ne veut plus, on ne craint plus, on n'anticipe plus, on ne regrette plus. Nous ne faisons que voir, nous ne faisons que percevoir, nous ne sommes que pure contemplation. Voilà. On peut voir ça donc, dans les grandes œuvres d'art, hein. Donc je vous invite à aller dans les musées, surtout en ce moment. Et on peut voir ça également dans la contemplation de la nature, hein, notamment dans des phénomènes naturels qui nous poussent je dirais, à la spiritualité, hein, comme les événements, les tempêtes par exemple, hein, enfin, si vous n'êtes pas dedans évidemment. Voilà, tous ces événements naturels qui nous mettent devant un spectacle, qui peuvent nous mettre dans un état de contemplation. Mais ça peut être aussi un paysage tout à fait calme, enfin peu importe. L'idée, c'est que dans la contemplation de quelque chose de beau, voilà, il y a une suspension comme ça du vouloir et par conséquent de l'anticipation et de l'appréhension du temps qui passe. Bon, l'inconvénient de cette stratégie, c'est elle peut être quelque peu élitiste, puisque ça nécessite quand même d'avoir une certaine, en tout cas pour ce qui concerne les œuvres d'art, d'avoir une certaine sensibilité artistique, probablement une éducation, puisque pour contempler, encore faut-il savoir quoi voir, et pour savoir quoi voir, bien, il faut que le regard ait été quelque peu éduqué, notamment quand on est face à des œuvres d'art abstrait, non figuratives justement, où il peut être difficile pour le béotien de trouver quelque chose de beau ou d'intéressant à voir. Voilà. Donc en conclusion de cette petite intervention, donc, voilà, nous sommes des êtres dans le temps, nous sommes des êtres du temps, où qu'on regarde, quoi qu'on fasse, on n'échappe pas au temps. Nous sommes des créatures mortelles. On ne peut ni avancer, ni reculer dans le temps. D'ailleurs, si on pouvait voyager dans le passé, on aurait probablement déjà reçu la visite de voyageurs venant du futur, hein. Alors peut-être que c'est le cas déjà pour vous. Personnellement, j'en doute. Enfin, moi, j'ai jamais vu de voyageurs qui prétendaient venir du futur et qui m'en auraient parlé. Donc, à quelque niveau qu'on se place, que ce soit celui de l'atome ou celui de la galaxie, le temps est toujours déjà là, hein. Toute tentative d'ignorer le temps ne fera que de le faire revenir de plus belle. Donc je dirais que vraiment la seule solution qui marche, c'est une espèce de joyeuse acceptation de notre finitude. Je vois pas trop d'autres solutions concrètes pour accepter le temps qui passe. Alors l'être humain a toujours, notamment en philosophie, a toujours voulu trouver des points d'ancrage, hein, des choses, parce que le problème du temps, c'est que c'est tout le temps mobile. Donc on a toujours voulu trouver des points d'ancrage fixes pour nous sortir de ce mouvement anthropique, c'est-à-dire qui va vers plus de chaos, ce mouvement du temps. Donc pour Spinoza, par exemple, c'était la nature, enfin Dieu dans la nature. Pour évidemment la plupart, c'était Dieu. Pour certains encore, c'était l'âme immortelle, notamment chez les chrétiens. Il y a eu les idées platoniciennes, même la subjectivité à l'époque moderne, la science évidemment avec le transhumanisme. Mais quoi qu'on en pense, je veux dire, le temps est ce qui introduit du néant dans l'être, hein. Et ça, justement, c'est le principe du devenir. S'il n'y avait pas de temps, il n'y aurait pas de devenir, il n'y aurait que de l'être. Tout serait fixe et immobile. Ça serait bien ennuyeux, hein. Donc on peut dire que le devenir, pour reprendre Hegel, c'est la synthèse entre l'être et le néant. Voilà. L'être et le néant dialoguent ensemble et ce dialogue donne le devenir.
Voilà, donc comme le disait joliment Hegel, la fleur est la réfutation du bourgeon dans la plante, en même temps qu'elle en est le produit et donc la continuité. Voilà. Donc il y a un maintien de l'être et une destruction de l'être qui se réunissent dans le devenir. Voilà un peu l'essence du temps. C'est ce qu'on appelle la dialectique. Alors je vous laisse sur ces phrases qui sont peut-être un petit peu mystérieuses pour vous, que vous puissiez méditer par vous-même sur le temps. Et en attendant, justement, eh bien, je vous dis, j'espère, à bientôt.